Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation de mes lectures du dernier mois. Qu'est-ce que j'ai pu lire dans le merveilleux monde du jeu de rôle indépendant anglophone ou francophone? Si vous êtes une ou un habitué de la chaîne, vous savez déjà un peu la formule, des tops, souvent des top 10 ou des top 5, des présentations rapides et des avis personnels sur ce qui a attiré mon attention. Et vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. On perd pas de temps, là, on y va. En numéro 5, un que j'ai vraiment particulièrement aimé, que j'ai découvert sur le tard en fait. Nous sommes présentement, si vous écoutez cette vidéo lors de sa publication, c'est en août. Elle va être disponible début août 2024. Ainsi, nous parlons du mois de juillet 2024. Et je parle ici de ma première découverte, numéro 5, le Absent Parent Generator. C'est un générateur de parents absents, comme le dit le nom. C'est un outil à utiliser pour n'importe quel jeu de rôle centré autour des enfants. Ces fameux petits garnements qui vont aller investiguer ou découvrir des choses ici et là dans différents recoins de leur petite ville. Pensez un peu à la Stranger Things. Et l'objectif, en fait, c'est un petit pamphlet très court, mais très efficace. C'est vraiment le genre d'outil que j'adore, dans lequel, en fait, il y a des différents générateurs pour créer des excuses sans fin pour les parents qui n'arrivent tout simplement pas à vous aider dans vos aventures. Pourquoi est-ce que les parents ne sont pas là? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont partis? Il y a une liste d'excuses quotidiennes, des problèmes liés au travail et des cas exceptionnels que vous pouvez choisir dans le lot ou générer au hasard. Vous allez pouvoir créer en fait votre parent, votre voisin, le membre de votre famille à partir de zéro avec seulement quelques petits jets de dés très rapides et vous pouvez pointer facilement c'est quoi les différentes excuses qu'il va pouvoir mettre de l'avant pour ne pas vous aider ou ne pas être présent dans votre vie. C'est quand même un peu triste dit comme ça, mais on s'entend que c'est souvent quelque chose qui est assez récurrent dans ce genre de jeu-là, ce genre de petits jeux à la, justement, Stranger Things, Kids on Bike, où est-ce qu'on va découvrir des mystères et tout ça. Donc, un générateur de parents absents, je trouve que c'est vraiment une fichue de bonne idée. À la base, le pamphlet est pour un jeu qui se nomme Myth and Mysteries, que je ne connais pas du tout. Mais après avoir lu en fait ce petit générateur-là, je vais assurément prendre le temps de voir un peu qu'est-ce que contient le jeu de base, c'est quoi le système, quel genre de mystère qui est autour de ça. Parce que c'est exactement un type d'outil que je trouve que c'est juste un petit plus-value. On continue avec mon numéro 4. Vous allez voir, je vais être assez expéditif aujourd'hui, du moins dans cette vidéo-là, parce que j'ai plein de choses à faire. Je ne sais pas si vous avez commencé à écouter sur la chaîne la partie d'Alien qu'on a faite avec différentes personnes d'autres groupes. Eh bien, c'est de la job, dans le montage et tout ça, mais je trouve que c'est vraiment le fun, mais ça fait en sorte que je suis peut-être un peu rapide dans mes autres vidéos. Mais je vais quand même prendre le temps de présenter. On dirait que je me vide le cœur dans mes top 10, dans mes top 5. C'est comme mes vidéos un peu plus personnelles, dans lesquelles je parle de mes différents conflits, de mes espoirs, de mes déceptions, mais aussi également de mes découvertes. Et c'est ce qu'on aborde aujourd'hui avec mon numéro 4. Il s'agit en fait de OD&D. C'est en fait, pour la petite histoire courte, c'est un petit supplément que je tiens dans mes mains pour les gens qui nous écoutent, qui m'écoutent seulement en audio. Ça fait partie des petits cadeaux, des goodies qui sont donnés lors de la grande vente d'été chez Exalted Funeral, qui est une boutique de jeux de rôle, jeux de société, musique et plus encore aux États-Unis. Ils sont assez reconnus, en fait. C'est pas mal la boutique de vente de jeux de rôle indépendante anglaise la plus reconnue dans le milieu. À chaque année, ils font une vente spéciale, ils font une vente éclair avec plein de bonus et plein de, on va dire, des prix réduits et aussi justement des petits cadeaux gratuits qu'ils offrent aux gens lorsqu'ils font des commandes sur leur site. Eh bien, cette année, à chaque année, j'essaie de participer pour essayer d'avoir un petit quelque chose. Je suis tout le temps un peu content. Je suis assez prêt au combat et prêt à cliquer sur commander pour avoir le petit bonus qui vient avec. Et cette année, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit livret qui se nomme OD&D. Peut-être qu'il est encore disponible sur le site internet de Exalted Funeral. Je vais quand même mettre le lien dans la description de cette vidéo, comme bien sûr tous les autres éléments que vous pouvez trouver dans cette vidéo-ci. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'utiliser Garfield et ses amis dans votre campagne de jeu de rôle sur table old school à la OSR, que ce soit Black Sword Hack, voyons, Old School Old School Essential ou même Gnave ou Cairn. Et OD&D, bien c'est comme le dit non, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment vous
prenez Garfield et Woody et Lise et John et vous pouvez les inclure dans votre partie de jeu de rôle sur table avec des règles qui sont justement très basées sur le bon vieux donjon dragon très old school, mais aussi également avec quelques petites particularités qui vous permettent de le transposer dans des versions plus récentes, plus modernes, plus OSR. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh bien, le Basilise, qui est comme le basilic avec Lise. J'ai beaucoup lu de Garfield quand j'étais jeune, énormément. Et donc, je me suis senti vraiment interpellé par ce petit supplément qui, au final, est vraiment pas grand-chose, mais c'est gratuit. C'était gratuit. Et si vous le commandez, en fait, présentement sur Exalted Funeral, alors qu'il est encore disponible, il sera encore gratuit. Donc, c'est vraiment vous c'est vraiment vous qui voyez. Si vous êtes fan comme moi de ce que peut offrir Garfield, vous pourriez avoir différentes créatures basées sur Garfield qui est un tyranneuil, il appelle le Gull Holder avec ses différentes tails au lieu d'être plein de yeux, c'est des queues de Garfield et ils permettent en fait de vous transformer de vous intégrer bien sûr, de vous transformer peut-être en lasagne ou autre chose. Il y a même une petite BD à l'intérieur où est-ce qu'on voit Garfield qui zappe bien comme du monde, Odie qui est comme un peu un guerrier un guerrier sans peur mais plein de morale, et également aussi un petit loot. Il y a comme des tables pour générer des petits trésors. C'est très 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 niché. C'est vraiment possiblement un des trucs les plus nichés que j'ai pu présenter dans mes vidéos top, mais je pouvais vraiment pas passer à côté de ça. C'est vraiment pour moi un petit plus que j'aime beaucoup. Est-ce que je vais l'utiliser un jour? Peut-être pas. Assurément pas. En fait, ça m'étonnerait énormément qu'un jour je vois l'occasion d'incorporer des éléments de Garfield dans ma game de jeu de rôle. Voyez-vous, il y a une lasagne, un cube gélatineux, mais de lasagne. À quel moment? À quel moment est-ce que je vais pouvoir intégrer ça? Mais c'était gratuit. C'est gratuit. Et seulement physique. Il n'existe pas en PDF. Donc, je vais quand même mettre le lien. Peut-être que vous allez pouvoir avoir l'occasion de l'avoir si vous faites une commande sur Exalted Funeral. Mais pour ma part, je suis quand même bien content de pouvoir tenir dans mes mains OD&D de Gar Hawk by Tiger Wizard, publié chez Exalted Funeral. Et maintenant, on va tout de suite arrêter ça et aller à mon numéro 3 parce que sinon, je ne peux pas faire 15 minutes sur OD&D. Mon numéro 3, il s'agit de Lucha Libre Extravaganza numéro 1. C'est un supplément qui est fait pour le jeu Crime Fighting Luchadores, que j'ai peut-être déjà mentionné sur la chaîne. Il me semble que oui, il me semble que j'en ai déjà parlé dans un autre top. En fait, c'est un jeu qui est fait par mon bon ami Martin. Et dans ce jeu-là, en fait, ce qui est particulier, c'est que vous jouez en fait des luchadors. Vous jouez des classiques luchadors qui vont combattre le crime, mais vraiment à la série B, série Z, comme il y a eu au Mexique dans les années 60-70, où est-ce que la figure du luchador était vraiment une image très super-héroïque, ou un personnage, un vigilant qui allait combattre des créatures surnaturelles aux quatre coins du pays. Et c'est vraiment ça, en fait, que propose à la base Crime Fighting Luchadores, dans le sens où vous jouez des luchadors et vous allez vous battre contre des différents criminels, mais le Lucha Libre Extravaganza, le premier petit supplément qui est vraiment super beau, c'est un des très très beaux suppléments, je trouve que Martin a publié, qui est très complet également. C'est vraiment seulement un petit zine de plus de choses. Vous avez des nouveaux masques de luchadors avec des capacités magiques, il y a des nouveaux dangers, vous avez également des archétypes de luchadores que vous pouvez dans le fond incorporer dans vos parties, vous avez des nouveaux ennemis, des nouveaux pouvoirs psychiques, des nouvelles mutations, plein de personnages non joueurs, et aussi une aventure qui se nomme Science Gone Bad. Et si jamais vous avez l'occasion, vous allez voir, il y a un des masques que j'ai écrit en fait, qui est dans l'ouvrage. Je fais ma petite plug personnelle, et j'ai écrit un masque que je suis quand même bien content de son utilisation, et également comment est-ce qu'il est représenté, comment est-ce qu'il a été illustré. Vraiment un super supplément pour tous les amoureux de combat, de ruelles, de lutte, de prise de lutte, d'affrontement dans le ring, et de tout un peu ce qui est kitsch, série B, série Z, avec pouvoir magique, science interdite et monstruosité. Je vais assurément, éventuellement, faire une vidéo sur le jeu de base, parce que je trouve que Martin a vraiment très bien scoré avec le jeu de Crime Fighting Luchador.
C'est très simple et en même temps c'est très efficace. Et pour avoir essayé d'autres jeux par le passé où on incarnait des lutteurs mexicains, mais je trouvais tout le temps que le système de jeu était pas très approprié, où il y avait trop de sable dans l'engrenage, c'était pas fluide et tout ça, alors que le jeu de Martin est vachement cool et je vais vous le présenter dans les prochains mois, prochaines semaines, je ne sais pas quand. Nous sommes débordés, mais oui, bref. Le premier supplément pour le jeu de base qui vous offre plus de stock, si vous aimez ça, être des lutteurs mexicains. Mon numéro 2, un produit francophone, un jeu de rôle pulp de Christian Grussy qui n'est pas encore sorti, mais qui aura en septembre prochain un financement participatif chez les éditions Le Rafio Fringant. Il s'agit en fait de Arceus Adventure. Et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Eh bien, parce que déjà, c'est un produit francophone, de 1. De 2, même s'il n'est pas sorti, il y a quand même un kit de découverte que vous pouvez aller télécharger gratuitement sur le site du Rafio Fringant. Et aussi parce que la thématique vient beaucoup me chercher. Même si à la base, je pense que je n'aurais pas été le public cible de ce jeu-là, au fil de ma lecture du kit d'initiation, j'ai découvert bien des choses que j'ai apprécié beaucoup de choses. Et je vais vous faire la petite description, un peu la petite présentation. Là, je vais vous lire ça avec ma belle voix de ténor. Et ça dit ainsi. Pour Arceus Adventure, c'est l'aventure avec un grand A. Dans les années 30, des baroudeurs aguerris de tout poil se lancent sur les traces de trésors enfouis et de civilisations perdues. Leur pire ennemi, les Grab Roberts. Une obscure unité du Troisième Reich qui, grâce à ses moyens titanesques, traque partout sur le globe des artefacts mythiques dans l'espoir d'offrir aux Führers et à ses troupes un pouvoir sans limite. Dans une ambiance digne des magazines pulp de l'époque, les héros que vous incarnez affronteront bien des dangers, découvriront des continents et des cités perdues. Ils échapperont à nombre d'adversaires plus redoutables les uns que les autres, nazis, sectes, savants fous, conquérants, mégalomanes, mais aussi à des créatures et des monstres venus du fond des âges. Ces péripéties les entraîneront dans un monde de mystère et de savoir oublier qui les changera à jamais. Ah, juste ça. J'aime beaucoup le pulp. J'aime beaucoup l'aventure avec un grand A justement des années 30. Un de mes jeux de rôle préférés, c'est la Brigade Chimérique. Et bien que c'est un jeu de rôle de super-héros, c'est aussi un jeu de rôle qui est foncièrement pulp, qui est foncièrement dans l'imaginaire, dans justement l'action, la découverte des trésors enfouis, l'archéologie. J'aime beaucoup Call of Cthulhu Pulp aussi également. Avoir une petite touche d'action dans des aventures Lovecraftiennes, pour moi, ça me parle énormément. Et bref, juste de prime abord, Arceus Adventure, avec son thème, vient me chercher énormément, ça me rejoint beaucoup. Et le kit, en fait, qui est accessible, c'est conçu pour présenter le jeu en soi. Donc, ça vous offre la possibilité de le tester au travers d'une aventure représentative. Et en plus de celle-ci, vous allez trouver une description générale de l'univers, ce qu'est Arceus Adventure, les rouages essentiels de la mécanique de jeu, ainsi que des héros clés en main. Et encore une fois, c'est intéressant parce que l'auteur mentionne que les retours sont précieux, parce que c'est un principe de early access, comme il mentionne, faire des retours, donner votre avis sur qu'est-ce que vous avez trouvé de l'expérience. Est-ce que vous avez trouvé justement qu'il y avait des grains de sable dans les rouages ou autres? Et je trouve que ça demande ça demande quelqu'un d'assez ouvert à la critique et aussi très humble, je pense, à un certain point pour être capable de travailler autant sur un produit, par la suite demander des retours pour peut-être changer énormément de choses, pour clarifier beaucoup d'éléments. Et ce qui est intéressant à mentionner par rapport à Arceus Adventure, c'est que le jeu va réussir à se différencier des autres gammes pulp, des autres jeux qui vont aborder les mêmes thèmes, parce qu'il y en a plusieurs quand même. Ça va être grâce à son système de jeu, en fait. Alors que je me considère comme quelqu'un qui est assez conservateur dans mon approche sur ma façon de jouer, dans le sens que j'aime beaucoup lorsqu'il y a une différenciation, une différence entre le meneur et les joueurs et les joueuses, que c'est bien défini. J'aime beaucoup lancer des dés pour pouvoir, disons, jauger le niveau de risque ou laisser le hasard aussi également influencer la partie. Eh bien, Arceus Adventure n'utilise pas de dés à la base. Arceus Adventure va utiliser en fait des dépenses de points et des cartes. Un personnage est défini, en fait un héros est défini par des points d'audace. Et face au danger, il va pouvoir les miser pour accomplir des actions. Il peut en miser autant qu'il veut pour autant d'actions qu'il le souhaite, mais s'il mise plus de la moitié de ses points disponibles, il y a des risques qui vont être pris. Et il peut augmenter en fait sa mise en utilisant des atouts et des ressources que son personnage possède ou qui se trouvent autour de lui. Et face aux joueurs et aux joueuses, il y a le meneur qui va en fait pouvoir lui aussi miser des points et utiliser des cartes
qui représentent en quelque sorte des dangers, ce que les personnages doivent affronter. Et il y a un peu une espèce de mise par rapport à qui va miser le plus de points, mais aussi également la possibilité d'utiliser de gagner en fait des points d'intrigue au courant de la partie qui permettent d'influencer directement la narration en ajoutant des éléments forts à l'histoire. C'est beaucoup de choses que je suis vraiment pas habitué, mais dans un contexte pulp, ça me parle beaucoup. Parce que je m'attends à ce que ça soit fluide, je m'attends à ce qu'on puisse accomplir des choses à grand déploiement, je m'attends à ce que ce soit rapide, et je suis persuadé en fait que Christian Grussi a vraiment pris le temps en fait de concevoir sa mécanique pour instaurer cette ambiance-là très rapide, très fluide, très pulp. Donc, je suis curieux. Je vais le laisser éventuellement, assurément. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est de toute beauté, comme je l'ai dit déjà. C'est un super beau kit en Early Access. Et il y a un élément que je veux vraiment prendre le temps de mentionner également. À la fin du document, il y a une espèce d'annexe qui parle du contexte historique de l'aventure qui est proposée. Parce que oui, il y a une aventure de base qui est proposée dans le kit. Et ce petit supplément-là de quelques pages, qui est comme un peu l'arrière du décor sur le contexte historique, où est-ce qu'on nous apprend plein de choses concernant la situation géographique, la situation politique, les personnes qui habitaient dans la région dans laquelle se déroule l'aventure, j'aime tellement ça. Ça, là, ce petit plus-là, c'est complètement optionnel. C'est absolument pas obligatoire à utiliser pour jouer une aventure parce qu'au final, ça n'a aucune insistance, ça n'a aucune instance mécanique, ça n'a aucune influence sur quoi que ce soit. Mais de pouvoir, en quelque sorte, informer, de pouvoir, en quelque sorte, présenter des choses et de le présenter vraiment bien et de le présenter de manière aussi... c'est très beau comment c'est affiché avec les cartes, avec les photos d'époque et tout ça. Au-delà des illustrations qui sont magnifiques, ça vient énormément me chercher et moi je suis vendu à ça. Et pour vrai, Christian, si c'est le genre de pratique que tu fais pour la suite des choses, moi c'est sûr et certain que je vais être un vendu à Arceus Adventure, je préfère te le dire d'avance. Donc et voilà. Arceus Adventure en financement participatif en septembre prochain. Jetez un coup d'œil au kit en Early Access. Bien sûr, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et on y va avec mon numéro 1. Mon numéro 1 pour le mois de juillet. Lorsque je faisais mention tout à l'heure de l'achat que j'ai eu chez lorsque j'ai reçu OD&D chez Exalted Funeral, il fallait faire un achat. Et j'ai acheté en fait un module de jeu de rôle d'horreur que je n'avais pas encore. Qui se nomme en fait The Bloom. The Bloom, publié par Josh Domansky et Goblin Archives. Et c'est pour le jeu Liminal Horror. Liminal Horror, ça me dit quelque chose, ce jeu-là. C'est une blague. Éventuellement, prochainement, sur la chaîne, je vais vous parler de long en large de Liminal Horror parce qu'il se passe beaucoup de choses concernant ce jeu-là, mais ce n'est pas encore le temps. Je vais simplement parler un peu de ce que représente The Bloom. C'est une aventure qui... aussi, juste avec son thème, vient beaucoup me chercher. Et aussi dans la manière que c'est présenté aussi également, c'est des petits plus visuels ou même des petits plus de références qui me permettent d'aborder le tout de façon très claire et de vraiment comprendre dans quoi est-ce qu'on s'embarque. C'est une aventure d'horreur moderne, ça se passe de nos jours dans une petite région très montagneuse, très rurale des États-Unis. Et en fait, ça s'appelle Cold Water. C'est North American Dentum 1983. Ça se passe dans les années 80, il me semble. Et c'est décrit en fait comme un mélange entre Twin Peaks, qui est une série télé absolument incroyable, et The Last of Us, qui est un jeu vidéo plutôt, assez incroyable, et aussi maintenant une série télé. Et en fait, c'est un mystère. C'est qu'est-ce qui se passe à Cold Water. Cold Water, il y a une péripétie qui se déroule. C'est un endroit complaisant avec des résidents qui préfèrent la petite vie tranquille, ne veulent pas être très dérangés. C'est une petite ville qui est pas loin d'un petit plan d'eau. La plupart des habitants vont vous accueillir avec un sourire, mais poser des questions sur qu'est-ce qui est arrivé dans la région il y a un peu plus d'1 an. Il y a eu un certain incident qui laisse prévoir des problèmes qui vont pointer leur nez. Eh bien, si vous posez ces questions concernant ce fameux incident, eh bien, vous allez vous faire regarder avec un visage, un regard glacial, et les portes vont brusquement se fermer devant vous. Mais voici le problème, en fait, c'est que les gens commencent à disparaître de nouveau. Et cette fois-ci, vous êtes de passage dans la région. C'est une aventure sandbox pour Liminal Horror,
quelque chose de sinistre commence à s'immiscer dans la ville de Coldwater. Il y a des campeurs qui disparaissent, il y a des habitants qui veulent pas vraiment trop en dire, les autorités sont peu coopératives et votre équipe d'investigateurs doivent en fait dévoiler, mettre en lumière ce qui se déroule dans la ville. Je ne vais pas trop vous en dire parce que j'aimerais ça le faire sur la chaîne. Ça, c'est une aventure que je trouve que ça vaudrait vraiment la peine de la jouer sur la chaîne. Ça peut se faire en quelques séances et je pense que ça pourrait vraiment être une très belle expérience pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de choses dans le livre que je peux quand même dire qui viennent me chercher, qui sont pour moi gages de qualité, qui ne vont pas nécessairement divulgacher l'histoire en cours. Je peux mentionner par exemple le visuel qui est très cool, qui va faire un mélange de photographie ou de cartes à la façon de petits items qui ont été collés à l'intérieur de l'ouvrage. C'est une carte presque d'un parc national ou un petit dépliant pour, par exemple, un plan de camping, mais qui sert aussi également de carte pour les joueurs et les joueuses qui essaient de voir un peu où est-ce qu'ils sont situés. La possibilité de débuter l'aventure sous plusieurs formats. Démarrage à partir de 0, où c'est le début de l'aventure, ou même une façon de l'intégrer dans votre campagne en cours. Plusieurs tables aléatoires pour générer des objets en tout genre, des différentes pièces d'équipement, différents aussi historiques, des backgrounds supplémentaires qui sont spécifiques à l'aventure en soi, plein de PNJ. Tout est en fait, pour vrai, je suis vraiment juste vendu dans ce type de format-là où tout nous est proposé à la façon justement d'un sandbox où plusieurs possibilités se présentent à nous, mais vous n'allez pas pouvoir accomplir absolument tout ce qui est affiché dans l'ouvrage. Vous allez devoir faire des choix et les choix vont possiblement mener à une fin positive, une fin négative ou peut-être même un entre-deux. Ça reste à voir. Et si vous ne pensez pas écouter cette partie qu'on va faire sur la chaîne éventuellement et que vous aimez beaucoup l'horreur, l'investigation moderne, à la Delta Green un peu, à la Alan Wake, ou même je regarde les autres références qui sont utilisées, justement Twin Peaks, Stranger Things, Wolverine The Long Night, qui est c'est dans les références du module, qu'est-ce qui est inspiré le module, Dying Light et autres. Jetez un coup d'œil à The Bloom, ça va vraiment, vraiment, je crois, vous impressionner et ça peut être facilement adaptable à d'autres systèmes de jeu. Le système de Liminal Horror est très modulable, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, donc jetez un coup d'œil à ça. Mais avant de conclure, il y a deux petites choses que je voulais mentionner rapidement. Il y a deux projets qui sont présentement en financement sur Kickstarter et qui sont encore actifs au moment où cette vidéo devient publique. Et je vous conseille en fait d'aller les voir. Le premier, c'est Moon Sun, qui se déroule en fait dans la lointaine archipel de Touge. C'est une campagne pour la 5e édition de Donjon Dragon. Ils ont pour l'instant quand même, au moment où j'enregistre, il y a encore 10 jours avant la fin, et ils ont quand même accumulé plus de 509 000 $ canadiens pour une campagne de la 5e édition. C'est la 5e édition, quelque chose à la base qui me parle moins, mais pour les personnes qui aiment beaucoup cette édition-ci, pour les personnes qui aiment beaucoup les produits de la 5e, je pense que vous allez être charmés parce qu'il y a du stock. Et plus justement, plus la campagne avance et plus il y a de l'argent accumulé, plus il y a de stock qui est débloqué. Des 11 races jouables, 11 nouvelles races jouables plutôt, 13 sous-classes pour les différentes classes qui sont déjà disponibles, plus de 600 pages divisées en 4 livres rigides, 8 régions à explorer de la lointaine archipel de Touge, où est-ce qu'il y a des pirates dépossédés, des chamans énigmatiques, des seigneurs de boue endurcis par le combat, et d'innombrables autres personnes cherchent fortune parmi les ruines des anciens empires. En soi, Moon Sun, c'est un cadre de jeu qui mélange anthropomorphisme, KPP et religion mystique. 3 thèmes qui, à la base, n'ont aucun lien ensemble, mais qui ensemble donnent le projet Moon Sun. Un projet où il y a plusieurs personnes, dans lequel plusieurs personnes très cool travaillent, dont Maître Mo, qui est un francophone, un rôliste francophone très reconnu et très respecté dans la communauté. Légalement, le lien va être disponible dans cette vidéo, dans la description de la vidéo. Si vous êtes fan de la 5e, allez jeter un coup d'œil à ça. Et finalement, le second projet, il s'agit de Sea Opera, publié par Martin Ouellette, dont j'ai fait mention tout à l'heure, celui-même qui a publié le jeu de rôle Le Lutteur Mexicain. Et Sea Opera, c'est un petit supplément pour Cyborg, la version cyberpunk de Morborg. Il reste aussi seulement quelques jours pour participer au financement. Et j'aime beaucoup ce que Martin fait. J'aime beaucoup Cyborg, c'est un super jeu cyberpunk OSR,
très flyé, très chouette. Et je suis vraiment comme en pamoison, je suis vraiment en connexion avec Martin sur nos références culturelles et ce qu'on aime en général dans la culture populaire, dans les films et dans les séries. Et Sea Opera, en fait, c'est inspiré par Repo de Genetic Opera, pour ceux et celles qui connaissent un film complètement flyé sur la traite d'organes et sur justement le vol de différentes parties du corps. Et connaissant Martin, je m'attends à ce que le produit final soit d'une très belle qualité, très fou, très cinglé, très cyborg. Le lien dans la description de cette vidéo. Allez voir ça. Et c'est ce qui conclut mon top 5 de mes lectures du mois de juillet. Les mois d'été, c'est pas les mois où j'ai la lecture du jeu de rôle la plus profonde. Habituellement, je me penche aussi sur de la lecture de fiction et autres choses de ce genre. Mais je découvre quand même des belles choses. De Bloom, entre autres. Et très bientôt, je vous parle de Horreur Luminaire sur la chaîne. Et je serais curieux de savoir, vous, vos découvertes du mois. Est-ce que vous avez lu des choses? Est-ce que vous avez testé des nouvelles... Des nouvelles mécaniques, des nouveaux systèmes? Est-ce que vous avez fait des grandes découvertes qui ont révolutionné votre expérience comme rôliste ou qui, au contraire, vous a complètement déboussolé, déçu? Dites-moi tout dans les commentaires, je vous lis, je vous réponds, ça me fait toujours plaisir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.